Nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Nous sommes en direct dans le cadre de votre émission Le Rendez-vous du soir. Le Rendez-vous du soir, au menu de cet entretien, nous allons parler de cette mort tragique de l'honorable Chéribin Okende qui fait l'actualité, la une de journaux et de nos magazines. Nous allons parler processus électoral. Vous le savez, la CENI plutôt a ajouté 7 jours de plus pour ceux-là qui vont aller déposer leur candidature. Nous allons parler de l'insécurité qui règne à travers la ville-province de Kinshasa et nous allons chuter avec la lutte contre la pauvreté. Nous recevons pour vous ce soir, fidèles téléspectateurs, Monsieur Luc Kaboulangu, qui est cadre du parti UDPS, mais également il est le père de la philosophie Léopard et membre de la commission mixte, c'est ça ? Égalité hommes et femmes de l'UDPS. Il est aussi de la section Binza aux zones 1, c'est ça? C'est ça. Alors, et aussi deuxième vice-président de l'association des jeunes professionnels de l'UDPS. Voilà, il est deuxième vice-président, comme il venait de le dire, de l'AGIPRO, l'association de jeunes de l'UDPS. Des jeunes professionnels. Deuxième jeune professionnel, voilà. Monsieur Luc, bonsoir. Bonsoir, Madame Leta. Merci de nous honorer encore une fois de votre présence sur ce plateau. Comme je le disais tout à l'heure, nous parlons de cette affaire, de cette mort tragique qu'a connue l'honorable député national Chéribin Okende. Comment avez-vous pris la nouvelle et c'était dans quel état? C'était avec un grand choc parce que c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas s'imaginer arriver et à ce jour dans notre pays, que un grand leader de la République, un ancien ministre et un député national puissent se retrouver dans une situation comme celle-là, qui lui a coûté la vie et de façon aussi violente que nous l'avons vu. Nous l'avons appris, comme j'ai dit, avec un grand choc et nous ne pouvions que nos pensées sont allées vers sa famille, que même pour le moment aussi nous saisissons le moment pour exprimer encore une fois notre compassion à l'endroit de la famille suite à la perte de ce père de famille, d'un mari, d'un oncle, d'un grand frère, d'un ami, et même à la communauté congolaise en général qui a perdu un député national et un leader politique. En tout cas, nous présentons nos condoléances encore une fois de plus. D'accord. C'est vrai que nous présentons, tous les Congolais ont présenté leurs condoléances, compatis avec sa famille, que ce soit politique et biologique. Mais vous avez eu à publier sur la toile, le week-end dernier, quelque chose qui m'a vraiment tiqué. Vous avez déploré le comportement des Congolais face à cette tragique mort. Qu'en est-il ? En fait, c'est déjà dans les échanges de tous les jours des Congolais. Là, on nous parle des antivaleurs qui dominent notre société à ce jour. Et ces antivaleurs s'expriment à chaque occasion. Et cette fois-ci, malheureusement, avec c'est tragique comme ça, nous avons vu les gens tirer un peu dans tous les sens, ignorant même nos valeurs culturelles de notre tradition africaine. Comme vous l'avez dit, de Bantou, comme nous disons, de Bantou, qui exige quand même une certaine retenue pour permettre à la famille qui venait de subir ce choc et de connaître cette perte, de faire quand même son deuil et que les interventions qui pouvaient se faire avec un peu plus de sensibilité vis-à-vis de la grande perte que une famille venait de connaître, surtout par la façon dont l'illustre disparu a été arraché à ce monde, qui est une façon assez violente. D'accord. Alors,
Ce comportement de Congolais que vous avez déploré à travers les réseaux sociaux, vous dites quelque part dans votre publication que la toile a eu tendance à souiller soit le gouvernement, soit l'opposition politique. Pourquoi? C'est ce qui est aussi déplorable et très déplorable même. Je pense que nous avons perdu, toujours avec les antivaleurs qui dominent nos sociétés aujourd'hui, nous avons perdu même le sens du patriotisme. Et nous pensons que à chaque opportunité, selon le camp où nous nous retrouvons, nous devons salir et souiller l'autre pour nous faire prévaloir. Et dans le cas précis, il y a des attaques envers le président de la République en oubliant qu'il représente toute une institution qui est l'image même du pays. Et à chaque fois, on cherche à souiller, non à critiquer et à corriger ou à proposer des pistes de solutions, mais on le fait avec de souiller et de nuire, en oubliant que c'est la République qui sort perdante parce qu'on est en train de descendre l'image de la République. C'est à ce niveau-là que nous voulions interpeller aussi nos frères et sœurs congolais, surtout que d'emblée, nous ne savons même pas qui est l'auteur ni le commanditaire et que nous sommes dans la spéculation. Nous avons pensé que nous pouvions nous orienter beaucoup plus sur les faits qui sont ressortis jusque-là et essayer d'aborder la question tout en gardant un sens patriotique. Si vous me permettez, je prendrai un exemple pour illustrer ce que je veux dire. Okay. Il y a un monsieur dans la République ici qu'on appelle Vital Kamerhe. Le monsieur s'est retrouvé, il a occupé des hautes fonctions comme nous parlons du ministre honoraire. Okay. Et il a été accusé de crimes de corruption et de détournement. Mais nous avons vu que dans tout le processus, même quand il s'est retrouvé en prison, jamais il n'a porté atteinte à l'État congolais. Okay. Dans ses revendications, dans ses ripostes, il n'a pas cherché à souiller la République. Voilà le type d'exemple que nous pouvons donner aux Congolais à ce stade, parce que là, en dépit de ce qui est arrivé, la République en sort quand même assez forte. Et c'est quand nous avons une République forte que nous savons résoudre la plupart des défis auxquels nous faisons face. D'accord. Alors, vous avez déploré ces genres de comportements qu'a les Congolais aujourd'hui. Face à cette situation, normalement, on devait se comporter comment? Je pense qu'on devait exprimer un peu plus de compassion. Okay. On devait montrer plus de patriotisme parce que nous-mêmes, nous avons déploré cette mort. Nous-mêmes, nous avons été choqués, peut-être révoltés aussi, à voir que un crime aussi odieux pouvait arriver à un leader de cette République. Nous avons fait nos interventions, mais sans chercher à souiller qui que ce soit. Okay. Nous avons essayé de garder l'image de la République, que c'est une République qui peut se prendre en charge et résoudre la question de ce crime pour que nous puissions arriver à trouver qui sont les criminels qui ont assassiné l'honorable et même les commanditaires, qu'ils puissent subir tous la rigueur de la loi. Ces choses dont nous parlons, vous m'avez présenté comme le père de la philosophie Léopard, sont les choses que nous prenons dans cette philosophie et que le Congolais comprend et peut assimiler facilement. Ok. Oui. Ok. Alors, en parlant de cette philosophie Léopard, qui est votre cheval de bataille, qu'est-ce que vous avez à recommander à cette population face à une telle situation?
La philosophie Léopard, elle se base sur certaines valeurs qui sont universelles, que nous avons déjà adoptées aussi dans notre société, mais aussi sur certains principes qui sont des principes de bonne gouvernance. D'accord. Quand on en vient aux valeurs, c'est là que nous parlons du sens de patriotisme. Vous verrez qu'à chaque fois, nous voulons toujours la meilleure image possible de nos léopards qui nous représentent. Nous voulons les résultats positifs pour les léopards et nous avons une vision et un focus axé sur les résultats positifs. Nous voulons une image positive. Nous sommes beaucoup plus patriotiques quand il en vient à la philosophie, quand il en vient au léopard et à notre esprit léopard que quand nous descendons dans d'autres secteurs de la vie nationale. D'accord. C'est les mêmes valeurs de compassion. Vous vous souviendrez qu'à chaque fois qu'il y a eu un accident sur le terrain de foot, même le camp opposé vient compatir quand un joueur rencontre une blessure grave. À supposer que et s'il devait succomber, comme on a vu des joueurs succomber sur terrain, on a vu que et l'opposition et son propre camp se sont retrouvés autour pour voir ce qui s'est passé. Et même si c'était suite à une intervention d'un opposant, on voit comment calmer le joueur adversaire, que j'ai appelé opposant, disons l'adversaire, à le calmer, à le remettre dans ses sens, et effectivement la sanction il va la subir, et c'est là que nous allons dans les principes de bonne gouvernance où le jeu se fait dans un cadre réglementaire rigoureux. Dans la gestion de la République, nous avons les lois, nous avons la Constitution et toutes les autres lois de la République que nous devons exiger, et à raison, à ce qu'elles soient appliquées dans leur rigueur pour stabiliser notre société. Et on le dit toujours, la justice élève la nation, pour que nous puissions avoir une bonne fondation pour élever notre nation. Donc voilà ce que nous aurions aimé voir avec cette situation qui malheureusement est déjà arrivée, pour voir dans l'avenir comment est-ce que nous pouvons faire de sorte que le Congo puisse gagner après cet incident malheureux. Et je pense que nous devons rentrer dans la justice, dans le droit. Je pense que nous devons rentrer dans le dédommagement de la famille et ainsi de suite. Tous ces principes que nous voyons autour du football et que nous assimilons très très bien et que nous faisons appliquer, nous réclamons même, je pense que ce sont les mêmes que nous allons réclamer. Vous avez de tir dans tous les sens, vous avez besoin de la transparence. Vous verrez que quand vous expliquez à partir de la philosophie léopard, où on a même apporté maintenant le VAR par vidéo pour ramener à la transparence sur la prise des décisions, nous avons besoin de la vérité qui ne peut découler que d'un processus transparent pour que, en fin de compte, que quelqu'un puisse rendre compte qu'il soit redevable. Là, la transparence, la redevabilité, la justice ou l'état de droit, ce sont des principes fondamentaux de bonne gouvernance que nous saisissons ce moment douloureux, malheureux, pour revenir là-dessus qui peut nous amener à nous corriger. C'est cela, nous sommes dans les valeurs, nous sommes sur la tolérance. Dans le jeu, on parle du fair play. Et je pense que nous devons être tolérants les uns envers les autres dans notre façon d'adresser cette tragédie qui nous a frappés tous en tant que nation. D'accord. Alors, si je comprends bien, la façon dont nous, Congolais, nous portons nos léopards
lorsqu'ils sont sur terrain. C'est cette façon-là qu'on devait porter cette affaire de Chéribin Okende. En termes des valeurs et des principes de bonne gouvernance, pour que, partant de ce malheur, que la RDC puisse en sortir gagnante, parce que si nous continuons sur cet élan, nous risquons de nous retrouver dans un environnement chaotique qui sera bénéfique à personne d'entre nous. Et alors, nous pensons que nous devons nous ressaisir pour nous raligner sur des principes qui font de la RDC gagnante plutôt qu'aller dans le chaos qui mettra le feu à la République et qui gagne dans un incendie. Et je ne pense pas que ça sera le Congolais. D'accord. Alors, dans votre publication, vous avez dit qu'il faudrait faire confiance à la justice. Oui. Vous êtes sans ignorer le président de la République qui, il y a de cela quelques semaines, on peut dire, a dit ouvertement devant sa porte-parole que la justice, l'appareil judiciaire de notre pays lui a déçu. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire confiance à cette justice par rapport à cette affaire de Chéribin Okende? Je pense que la confiance n'exclut pas le contrôle. Et celui qui veut jouir, gagner la confiance de l'autre doit s'ouvrir au contrôle. Et nous devons garder tous ces principes de bonne gouvernance, même quand nous faisons appliquer la justice et la loi. Qu'il y ait des problèmes, des difficultés au niveau de l'appareil judiciaire, je pense que c'est tout à fait normal dans toutes les sociétés. Voilà pourquoi annuellement, dans toutes les sociétés, on se remet en cause par des procédures de contrôle. Il y en a qui parlent d'audit pour voir là où il y a eu des failles et pour corriger. Parce qu'on dit toujours comme un principe qu'il y a toujours lieu d'améliorer. Et je pense qu'il en est aussi autant avec notre justice. Elle est peut-être loin de la perfection par rapport à d'autres pays, mais je pense que nous ne pouvons pas lui retirer toute la confiance. Et je pense que c'est un appel qui vaut son pesant d'or, pas seulement au niveau du président de la République, au niveau de toute la population. Nous tous, nous voulons une justice juste, expéditive, équitable, qui puisse stabiliser notre société. Je pense que moi, je le répète toujours, pour les adeptes de la Bible, on se rendra compte que quand le Seigneur a amené son peuple dans la terre promise, il leur a pas donné des rois, il leur a pas donné de gouvernement, mais il leur a donné des juges. Parce que la sagesse divine, c'est que c'est par la justice qu'on peut avoir une société stable, paisible et prospère. Et je pense que c'est ici l'occasion pour nous aussi d'interpeller tous les, particulièrement ceux-là qui sont engagés dans l'institution de la justice, les cours et tribunaux, pour qu'ils puissent élever aussi leurs prestations pour arriver quand même à remettre de l'ordre dans notre société, parce qu'il y a quand même, qu'on se le dise, beaucoup de failles et nous ne pouvons pas continuer en connaissant tout ce qu'il y a comme failles. Nous devons résoudre tous ces problèmes-là pour le bien-être collectif des Congolais. D'accord. Alors, M. Luc, comment avez-vous appris la façon dont le président de la République a dit qu'il doit faire appel à la justice internationale par rapport à ces enquêtes? Est-ce que ce n'est pas une façon de dire que, comme je l'avais dit auparavant, cette justice ne m'inspire pas confiance, c'est mieux d'associer les enquêteurs internationaux? Non, au niveau des enquêtes, ce n'est même pas la justice qui intervient. Là, vous êtes au niveau des services de police et d'investigation. C'est tout à fait normal. Parce que, voyez-vous, ce que j'évite, moi, de faire, c'est d'user de cette pesanteur sur la RDC et de toujours la tirer vers le bas, alors que nous sommes un grand peuple au centre de l'Afrique et nous devons, c'est même ça la philosophie Léopard,
nous devons croire que nous pouvons être grands en tant que nation au-delà du cadre de football. Parce que dans le football, nous y croyons. Nous avons cru il n'y a pas longtemps que nous pouvions être parmi les 32 meilleures équipes du monde. Parce que nous avons cru que nous avions la chance de nous qualifier et aller à la Coupe du Monde. C'est ce que ça signifie, que nous pouvons être parmi les meilleurs des meilleurs dans le football au monde. Mais quand il en vient à d'autres questions de la vie des Congolais, nous avons tendance à nous sous-estimer, sinon à nous peindre d'une brosse sale. Non, pas du tout. Je pense que nous avons beaucoup de qualités. En tant que Congolais, nous avons beaucoup de compétences. Nous avons les capacités comme toutes les populations de ce monde, comme tous les pays. Il nous faut nous organiser collectivement au niveau de notre société pour que nous puissions commencer à tirer le bénéfice dans tous les domaines d'une bonne organisation, oui, je devrais dire. Donc, inviter les investigateurs étrangers, on a besoin des spécialistes pour nous aider. Ils ne travailleront pas seuls, ils vont travailler avec les spécialistes congolais. Là où il y a opportunité d'avoir un échange de compétences, cela se fera. Mais je vois aussi là-dedans, parce que déjà les gens se sont positionnés dans différents camps, je vois ici l'opportunité d'avoir un corps indépendant qui peut aussi venir participer dans les investigations pour donner un peu plus de crédibilité aux résultats qui seront trouvés par après. D'accord. Alors, Monsieur Luc, nous sommes toujours dans cette publication que vous avez fait au courant du week-end. Oui. D'accord. Alors, vous avez également fustigé le comportement des politiques par rapport à cette affaire. Qu'en est-il? Bon, je pense que vous voyez que ce soit les politiques, que ce soit les juges, que ce soit les professeurs dans les universités, que ce soit les pasteurs, nous sommes tous les fruits de notre société. Et si nous reconnaissons depuis des années maintenant, Étienne Tshisekedi, ce n'est pas à la fin de sa vie qu'il a commencé à parler des antivaleurs et de changement de mentalité. C'est depuis longtemps que Étienne Tshisekedi nous parlait de changement de mentalité. Aujourd'hui, nous avons même une commission au niveau de la présidence sur le changement de mentalité. Et quand on arrive au niveau des politiques, ce sont des individus qui viennent de cette société qui est en souffrance de la formation, qu'on se le dise, scolaire, académique, parce que le niveau a baissé, culturel. Quelles sont les organisations que nous avons aujourd'hui qui encadrent de la bonne façon culturelle nos enfants au niveau même spirituel? Vous savez ce qui se passe dans notre société. Donc, à presque tous les niveaux, nous avons des défis à relever. Et nous avons, nous les individus qui sortons de ce cadre-là pour nous retrouver dans les différentes institutions de la République. Bien évidemment, nous venons avec tout ce que nous avons comme tard, les uns et les autres. Et quand nous nous retrouvons dans cette situation, nous oublions la compassion que nous devrions exprimer. Nous oublions que nous avons une opportunité ici pour raligner notre pays sur la bonne gouvernance. Mais vous voyez même la manipulation des éléments. Il y a des gens qui vont créer des faux éléments pour incriminer l'autre. Et nous avons ce cœur-là de chercher à incriminer un innocent. Vous voyez, ça fait mal, surtout quand on doit vous incriminer sur une situation comme celle-là, aussi tragique et violente qu'elle est, et que vous puissiez vous faire porter ce chapeau qui n'est pas le vôtre.
nous n'avons pas cette compassion-là en tant que Congolais. Nous avons perdu ça. Okay. Et il faut qu'à un moment donné, nous puissions nous arrêter et dire, chers amis, la voie que nous prenons, c'est la voie de la destruction de notre société et que nous devons nous refaire. Nous pouvons saisir un moment comme celui-ci pour dire, mais assez, c'est assez. Nous ne pouvons pas laisser les antivaleurs prendre le devant dans notre société. Quand vous regardez les tweets, quand vous regardez les vidéos que les gens envoient, on va manipuler, on fait des montages pour incriminer tel ou tel autre camp. Mais ça ne va pas. Et tout ça, en fait, qu'est-ce qui est descendu ici, qu'est-ce qui est détruit? C'est la République. C'est la vie collective des Congolais. On ne cherche pas la vérité, on ne s'acharne pas sur la vérité, on s'acharne contre l'autre. Mais pour si ça devient un acharnement les uns contre les autres, nous pouvons nous imaginer nous-mêmes là où nous allons. Une guerre sans fin où nous allons nous entretuer jusqu'à ce que nous allons disparaître. Il n'y a personne qui gagnera cette guerre-là. Que ce soit un acharnement sur le crime, que ce soit un acharnement sur les antivaleurs, sur des faits déplorables dans notre société, là je suis d'accord. Et c'est comme ça que quand je nous ramène à la philosophie Léopard, vous verrez que dans le jeu, l'acharnement n'est pas contre les autres. Parce qu'en fin de compte, vous verrez que cette communauté sportive-là, elle se constitue en famille. Et que après le jeu, moi j'ai fait du sport. Vous êtes une fraternité. J'ai joué au basketball, j'ai joué la ligue. Vous avez votre fraternité de basketteurs. Et au-delà de ça, finalement, quand vous vous retrouvez avec les footballeurs, vous avez maintenant la fraternité des sportifs. Les basketteurs, les athlètes, les footballeurs, les handballeurs et tout ça. C'est ça que nous demandons. Et dans la philosophie Léopard, vous avez Mazembe et Lupopo qui se retrouvent et qui s'embrassent même sur le terrain. Malgré la défaite de l'un ou de l'autre. Autant que Motema Pembe, V-Club, Renaissance, parce qu'ils viennent ensemble maintenant en tant que Léopard. Nous faisons notre union républicaine, congolaise, contre les autres adversaires, mais qui ne sont qu'une autre communauté de nations. Nous n'allons pas chercher à tuer les Gabonais parce que nous avons un match de foot. Nous sommes quand même une communauté humaine et nous devons faire prévaloir certaines valeurs. Et c'est cela que nous ramenons avec cette image de la philosophie Léopard au niveau de la République dans les autres secteurs. Le cas précis ici, dans la vie politique et la gestion de la République. D'accord. Alors, Monsieur Luc, en tant que père de la philosophie Léopard, quel est le message que vous avez à lancer pour clôturer ces chapitres? Je pense que nous devons ne pas oublier le crime odieux qui est arrivé au feu honorable Okende et à la douleur que traverse sa famille aujourd'hui. Je pense que nous avons le devoir de plus de retenue et de compassion envers cette famille et envers nous-mêmes, notre communauté congolaise, parce que je pense que avec ce crime, c'est tous les Congolais qui ont été violentés, qui ont été secoués. Nous devons quand même, en tant que Congolais, cette compassion et nous devons être déterminés à aller jusqu'au bout de cette affaire et de savoir ce qui s'est passé et que les criminels puissent subir la rigueur de la loi parce que ce n'est que par la justice que nous pouvons arriver à avoir un État stable et nous pouvons espérer en un État prospère. Donc, c'est ça et je pense que nous devons plutôt chercher la vérité
plutôt que tirer la couverture chacun de son côté. Et nous devons surtout éviter de souiller la réputation de la République en commençant par l'institution président de la République. C'est le numéro 1 de la République et c'est l'image de notre République. D'accord. Merci beaucoup pour cette intervention. Monsieur Luc, nous continuons de parler avec notre deuxième sujet qui est l'insécurité qui devient grandissante dans la ville-province de Kinshasa. Vous avez suivi, on a arrêté quelques kidnappeurs et ceux qui enlèvent la population. Tous sont de jeunes. Vous êtes leader de cette jeunesse-là. Vous êtes dans l'UDPS, Ligue de jeunes, le Kunga 1, c'est ça? Non, je ne suis pas dans la Ligue de jeunes de l'UDPS. Moi, je suis dans l'UDPS. Je suis dans l'association des jeunes professionnels de l'UDPS. Donc, D'accord. Alors, par rapport à ce que vous faites, vous êtes tout autour de la jeunesse. Sur ce problème, ces enlèvements et ces kidnappings, est-ce que vous pouvez dire un mot? Bon, commençons par la fin. Je pense que nous devons avoir les services de l'État qui s'assument. Nous avons besoin de voir une police efficace et nous avons besoin de voir une justice efficace, comme nous avons dit, parce que cela peut aider aussi dans la prévention des crimes. Si le criminel sait à l'avance qu'il y a une police efficace et qu'il sera probablement, ou il sera avec une très grande probabilité retrouvé, et qu'il va subir la rigueur de la loi par la justice qui sera aussi juste et efficace. Ça, c'est de un. Donc, il y a la responsabilité de l'État et là, on comprendra tous ceux-là qui attaquent le régime et tout ça. Nous voulons ça parce que ça nous permet de voir les erreurs, de travailler, de ne pas dormir sur nos lauriers et de travailler dur pour corriger. L'opposition a sa place dans la République. C'est pas que nous cherchons à nous attaquer aux opposants. Non. On ne peut pas vivre dans notre constitution. D'ailleurs, c'est consacré par notre constitution que l'opposition n'existe pas ou qu'elle soit muselée. Personne ne veut ça. Nous venons de là, nous nous sommes battus pour les droits de l'opposition. Nous avons besoin de ça. Pour revenir à la jeunesse, notre jeunesse a beaucoup de défis. D'abord, quand nous parlons de la pauvreté, nous avons fait des émissions sur votre plateau ici plusieurs fois en parlant du niveau de pauvreté de la République. Donc notre société est essentiellement pauvre. Donc les gens doivent se débrouiller pour se retrouver. Ça, c'est un. Avec les conséquences que vous pouvez imaginer quand une famille est tellement pauvre qu'elle ne sait pas s'occuper de ses enfants. Nous avons des défis au niveau de l'enseignement. Nous avons dit ici, nous avons des défis au niveau de l'encadrement de nos enfants et des jeunes. Au niveau culturel, au niveau spirituel, aller dans nos églises, aller voir ce que nous produisons comme état d'esprit dans nos églises. Donc, pour moi, il y a un travail coriace que nous avons à faire. Nous devons accepter de nous remettre en cause et de revenir et de commencer à corriger partout là-bas. Et ça, c'est un projet à long terme. Mais il faut que nous commencions et que nous puissions avoir quand même des étapes mesurables où nous pourrons nous dire au niveau de l'enseignement, voilà, notre programme est étalé sur 30 ans, mais après une année, après 5 ans, voici là où nous devrions être et nous pouvons mesurer, nous pouvons évaluer. Mais c'est partout là-bas. Et quand maintenant les enfants se retrouvent mal formés, d'autres peuvent aller à l'extrême, mal éduqués. Mais qu'est-ce que vous attendez de ces enfants, même s'ils ne plongent pas dans des crimes violents que nous voyons, mais quand certains d'entre eux pourront se retrouver
au sommet de l'État, dans des entreprises qu'ils doivent diriger, qu'ils doivent gérer, dans des institutions qu'ils doivent gérer. Mais en fait, nous aurons des criminels ou des gens mal formés avec la responsabilité de toute une nation. Et c'est là que je pense que nous devons nous interpeller. Et moi, je pense que cette interpellation va au-delà des cloisonnements partisans, de quelque nature que ça soit même au niveau spirituel, religieux, avec les églises. Chaque église tire de son côté. Au niveau politique, là où ça devient une question de chaque parti, et au-delà, ça devient le camp de l'opposition et le camp de... Nous avons une crise en face de nous en tant que République, et avec autant de gens qui veulent même, si possible, nous arracher la République. En fait, c'est une sonnette d'alarme. Elle n'est pas la première pour moi. Il y a beaucoup de gens qui en parlent, qui le disent déjà. Si vous avez vu Charles Onana avec son livre sur l'Holocauste en RDC, ça dit beaucoup sur le risque que nous encourons en tant que Congolais dans cette communauté des nations. Nous devons nous réveiller et nous reconnaître comme tels, et à un niveau donné, nous rendre compte que nous sommes au niveau des léopards et nous devons jouer en tant que léopards et ne pas amener Mazembe Lupové Club Motema Pembe dans les léopards. Chez les léopards, il n'y a pas ces parties-là, c'est une équipe homogène, harmonieuse qui doit faire face à la vie de la nation. C'est ça, en fait, la philosophie léopard. C'est pour ça que nous la proposons à notre société congolaise, et nous croyons que elle va réveiller quand même un sens de patriotisme qui va se baser sur des valeurs que nous échangeons de temps en temps là-dessus, et sur les principes qui vont nous amener à mieux nous gouverner dans notre République. D'accord. Alors, Monsieur Luc, face à cette insécurité, nous avons suivi, il y a eu de changements à la tête de la police nationale congolaise. Comment avez-vous appris ces changements? Bon, je dois vous dire que je ne connais pas les qui ont été promus ou nommés cette fois-ci pour émettre un jugement sur leur qualité et sur les autres qui sont partis. Néanmoins, l'essentiel, c'est que nous avons besoin d'une police efficace et nous connaissons beaucoup des maux que nous avons dans notre société et même beaucoup des défis au sein de notre police. Nous espérons qu'avec ces nominations, qu'on peut commencer à reformer s'il y a à reformer, restructurer s'il y a à restructurer, ce dont nous avons besoin. Beaucoup de gens m'ont posé la question, vous l'avez posé aussi, mais qu'est-ce que tu dis, comment est-ce que c'est arrivé et tout ça? Kinshasa est dans la première zone défense. Et c'est choquant. Le crime que nous commençons à voir dans la première zone de défense ne devrait pas permettre, parce que la première zone de défense, c'est le siège du pouvoir de la République. On ne devrait pas arriver à avoir tous des ordres criminels que nous vivons dans la première zone. Pas seulement Kinshasa, dans la première zone, mais arriver au niveau de Kinshasa. Mais en tout cas, moi, j'aurais voulu voir plus de force de l'État et de la police pour jouer son rôle aux côtés des programmes dont nous avons parlé ici, parce que il ne faut pas aussi nous mettre dans la confusion. Il y a des questions sociétales qui ne seront jamais résolues par la police. Donc il ne faut pas demander à la police d'éduquer nos enfants. Il ne faut pas demander à la police d'encadrer nos enfants. Donc, il ne faut pas demander à la police de former nos enfants. La police doit faire la police, mais c'est un travail, qui vient s'appuyer sur toutes les autres structures de la société qui doivent aussi s'organiser. D'accord. Merci beaucoup. Mais aujourd'hui,
Et qu'est-ce qu'on doit, s'il faudrait dire à cette équipe-là? À la nouvelle équipe. Non, d'abord, nous félicitons ceux-là qui ont été nommés et nous exprimons nos vœux de les voir réussir dans la nouvelle mission. Comme nous le savons, nous déplorons déjà le niveau du crime, donc c'est un grand travail qui les attend. Nous souhaitons vraiment les voir réussir dans cette mission. Il en va du bien-être de nous tous. Et nous espérons que ce cri des Congolais qui veulent être sécurisés sera entendu et qu'ils vont prester aussi avec dévouement pour arriver au niveau de la police, comme j'ai dit, au niveau de la responsabilité de la police, arriver à nous ramener quand même la sécurité des personnes et des biens. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Luc. Alors, nous allons prendre le chapitre des élections. Ok. Vous êtes candidat, je le rappelle, député national à Lukunga. Oui. Vous avez déjà déposé votre candidature? Oui, nous avons déjà déposé notre candidature. Donc, nous avons exprimé nos vœux. Ça sera à la CENI de confirmer si nous sommes candidats ou pas. D'accord. Donc, nous ne sommes qu'au niveau d'expression de notre volonté. D'accord. Alors, la CENI a prorogé de 7 jours pour le dépôt de candidature. Oui. Mais quelle est cette façon-là de faire? Les Congolais n'attendent que le dernier jour pour aller, pour avoir un engouement et puis demander la prorogation. Pourquoi ça? Est-ce qu'il y a la philosophie, Léopard. Je le demande parce que je sais que vous êtes candidat. Pourquoi ne pas le faire en amont, en fait, vous déposez et puis voilà. C'est la philosophie, Léopard, que j'amène. C'est toujours le dernier jour. C'est la philosophie, Léopard, que j'amène comme solution. Une équipe qui arrive en retard est sanctionnée. Voilà. Et il n'y aura pas de discussion. Elle est sanctionnée et nous savons... Le match gagné par forfait. Nous savons à l'avance qu'il y aura une sanction. Et la sanction, elle s'ensuit après le forfait. Je crois qu'il y a des pénalités à payer et tout ça. Ça, nous comprenons. Et nous exigeons, nous sommes exigeants, nous, en tant que société, en tant que population, parce que nous sommes toujours derrière notre équipe. Nous exigeons à ce qu'elle puisse respecter les règles. Cependant, nous avons eu tout un mois pour déposer les candidatures. Dès le premier jour, je pense que si vous consultez la CENI, elle vous dira que le premier jour, il n'y a aucune organisation qui est allée déposer. Et pourtant, nous attendions le moment venu à la demande de dépôt de candidature pour aller déposer. Et nous nous préparions déjà bien avant. Mais qu'est-ce qui a fait que dès le premier jour, nous n'avons pas pu? Le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, 2 semaines, 3 semaines, à la fin, alors il y a précipitation jusqu'à amener... On proroge. Voilà, c'est là que nous sommes encore au niveau des valeurs. Voilà pourquoi j'ai parlé de la philosophie, Léopard, où la ponctualité est une valeur que nous prônons. Et je nous ramène à ça pour dire nous devons nous préparer bien avant et nous présenter à temps le jour du match, pas dans le stress où nous ne savons même pas si l'avion, il y aura vol, il va arriver, ou si le bus saura naviguer dans les bouchons, d'embouteillage pour arriver à mener les joueurs à temps au stade. Non, nous prenons toujours nos précautions pour que nous soyons à l'heure. Nous aimerions recommander cela à toute la communauté congolaise dans le secteur politique aujourd'hui, à tous les partis politiques. Il y en a qui sont tellement en retard qu'ils veulent même qu'on repousse les élections. Une semaine. Non, pas d'une semaine, toutes les élections. Mais je pense que c'est... Revenons quand même au niveau où nous faisons de la RDC un pays qui gagne, un pays fort, un pays prospère, pas seulement au centre de l'Afrique, mais dans la communauté des nations. Nous l'avons cru parmi les 32.
mais avec toutes les ressources que nous avons dans notre République, pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas penser à la RDC comme l'un des pays parmi les 5 les plus riches et plus développés de la planète? Pourquoi pas? Avec tout ce que nous avons comme ressources, y compris notre capital humain et la qualité de notre capital humain qui excelle partout où elle se retrouve en dehors de la République. Et même dans la République, face à tout ce que nous avons comme défi, nous avons des Congolais qui excellent et qui peuvent sortir et exporter leur excellence à partir de la RDC. Mais pourquoi est-ce que c'est compliqué pour nous de croire de ce fait que nous pouvons être parmi les pays, les 5 pays où il fait beau vivre, les plus développés de la planète? D'accord. Pourquoi pas? Vraiment, pourquoi pas? Monsieur Luc, c'est vrai que le train des élections est en marche, oui, mais on a vu plusieurs tractations par rapport aux parties prenantes. Vous avez suivi Martin Fayulu qui dit « je pars pas », et puis finalement qui dit « je ne veux pas partir avec ces trains-là ». Il y a d'autres politiques qui demandent à ce qu'il y ait dialogue avant d'aller aux élections. Au fait, toutes ces tractations, est-ce que ça va vraiment nous amener à avoir des bonnes élections en décembre 2023? Je pense. Et je pense que s'il n'y avait pas ces tractations, c'est là que nous devrions nous inquiéter. Parce que ce que fait l'opposition, elle cherche à assurer à ce que les élections soient crédibles, transparentes, inclusives. C'est ça que nous voulons aussi. Vous avez dit que nous nous proposons comme candidats, mais nous voulons qu'à la fin de ce processus, que les gagnants, si nous sommes parmi les gagnants, que nous soyons proclamés et que ça ne soit pas d'autres personnes qui peut-être n'ont même pas battu campagne, mais ils ont fait un autre jeu pour qu'ils se retrouvent élus. Voilà ce que tout le monde veut. Il ne faut pas penser que ce que réclame M. Fayulu ou d'autres opposants, qu'il n'y a que eux qui demandent ça. Nous aussi, nous le demandons et nous l'exigeons de la CENI. Et la CENI elle-même, elle le dit, elle essaie de faire de son mieux pour nous produire les élections aussi crédibles qu'elles devraient être. Donc, je pense que cette pression devrait continuer, mais il ne faut pas oublier, moi je nous ramène sur des valeurs, parce que dans tout ce que nous faisons, il y a ceux-là qui ne sont pas aussi corrects, il y a ceux-là qui, derrière certaines valeurs qu'ils réclament, ou derrière certains critères qu'ils réclament, mais qui se cachent derrière la tricherie. Ils sont en train de manipuler le processus pour leur propre fin. Ça aussi, on ne doit pas nous berner tous en tant que Congolais pour essayer de nous amener sur des schémas chaotiques. Ça, non, on ne va pas accepter. Nous aussi qui voulons voir clair, qui voulons aller aux élections, qui voulons à ce que la Constitution soit toujours respectée, nous aussi, nous allons nous mettre debout pour dire que non, nous ne pouvons pas jeter la Constitution à côté et commencer à évoluer dans des environnements extra-constitutionnels. Ça, c'est pas bien pour la République. D'accord. Alors, espérons qu'on aura de bonnes élections en décembre 2023. Il n'y aura pas de proclamation, comme on le dit, mais de personnes qui seront élues. Oui, on va proclamer les gagnants, mais on ne va pas nommer des élus. Non, je pense qu'on va proclamer les élus. D'accord. Alors, Monsieur Luc, nous chutons justement par rapport à notre émission. Oui. Vous êtes le père de la philosophie, comme je venais de le dire, mais également, vous êtes celui-là qui lutte contre la pauvreté, qui est votre cheval de bataille. Oui. Aujourd'hui, nous en parlons en quelques lignes. Comment ça se passe? D'abord, nous sommes très très contents
parce que nous sommes derrière un président de la République qui est déterminé à mener cette lutte jusqu'au bout. Et je vous garantis que vient 2024, quand le président Tshisekedi revient pour son deuxième mandat, vous allez voir avec quelle détermination il va avancer encore sur ce terrain. Nous sommes derrière lui, voilà pourquoi est-ce que nous insistons à chaque fois et nous essayons même d'interpeller ceux-là qui ont des responsabilités dans cette lutte contre la pauvreté pour qu'ils puissent élever aussi leurs prestations et que nous puissions tirer quand même notre population de cette misère écrasante. Parce que quand vous êtes congolaise, vous vous promenez là où vous êtes, c'est vraiment une pauvreté qui est écrasante et que nous devons nous acharner contre cet état de choses et nous devons lutter. Ça prend beaucoup d'aspects. On ne peut pas toucher tous les aspects, ça prend même l'enseignement dont nous avons parlé, la formation des cadres, ça prend la formation professionnelle, c'est très très important de ne pas négliger la formation professionnelle parce que toutes les économies se basent quand même, elles sont basées sur les artisans qui sont experts dans beaucoup de métiers qui construisent la nation. Il y a cet aspect des choses-là. Il y a d'autre part le peu que nous avons de notre économie qui est confisqué majoritairement des étrangers et quelques individus. Nous voulons qu'il y ait une ouverture pour que l'entrepreneuriat local congolais puisse aussi s'épanouir et que les petites et moyennes entreprises congolaises puissent s'épanouir et créer de la richesse, créer de l'emploi qui va absorber tous nos jeunes qui se retrouvent dans la délinquance et qui n'ont pas d'espoir. Je pense que si nous pouvons créer de l'emploi pour les absorber, ce n'est que par la petite et moyenne entreprise. Voilà pourquoi, personnellement, nous avons choisi la voie de la petite et moyenne entreprise qui, aujourd'hui, passe par la sous-traitance, qui cherche à relever le déséquilibre qu'il y a dans notre économie, qui peut créer autant d'emplois. L'expérience, elle est vécue déjà partout au monde et les statistiques le prouvent que au-delà de 75% d'emplois globalement sont créés par la petite et moyenne entreprise. Voilà pourquoi nous essayons d'accompagner l'entrepreneuriat partant de la petite et moyenne entreprise en secouant chaque fois que nous pouvons l'autorité de régulation de la sous-traitance parce qu'elle a affaire. Il y a le FOGEC qui encadre aussi les entrepreneurs par l'octroi des fonds et de garanties. Nous devons voir clair aussi, avoir nos loupes sur le FOGEC, voir comment est-ce qu'il fonctionne, comment est-ce qu'il soutient nos entrepreneurs, comment est-ce qu'il les accompagne pour que nos entrepreneurs puissent créer de la richesse. D'accord. Alors, Monsieur Luc, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à vous de répondre à notre invitation. Est-ce que vous avez un dernier mot en clôture? Dernier mot, puisque vous m'en avez donné l'opportunité, vous avez parlé de mes publications. J'ai fait un tweet aujourd'hui aussi. Dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, nous aimerions voir quand même ce cosmétique qu'on nous présente au niveau de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé mis à côté et que nous puissions commencer à voir les réalités. Les résultats palpables. Nous sommes au niveau des contrôles. Ça fait des années que nous allons de contrôle en contrôle sans avoir des résultats. D'autre part, nous pensons qu'il y a quand même des ressources des entrepreneurs qu'on pouvait réinvestir parce qu'on est en train de chercher à promouvoir les petites et moyennes entreprises congolaises. Nous pensons que la gestion des ressources des entrepreneurs n'est pas très bonne et qu'il peut y avoir même gaspillage. Il faut avoir des loupes aussi, regarder très très bien. Je continue à demander à ce que cette barrière qui vient empêcher même l'entrepreneur qui
autrefois presté dans un certain secteur parce qu'on lui impose d'aller chercher une attestation d'enregistrement, mais qu'on ne lui octroie pas parce qu'il y a quelque chose qui se passe là-bas. Moi, ce que je demande, c'est qu'on enlève carrément parce qu'elles sont contre-productives pour les petites et moyennes entreprises. Elles amènent le risque de corruption qui n'est pas bon dans notre système économique. Je pense que cela devrait être changé. Et j'aimerais aussi voir qu'on s'investisse un peu plus sur le contenu local. Quand nous voyons tous ces grands projets qui viennent dans notre République, qu'on essaye de voir la part de l'entrepreneur congolais, la part du travailleur congolais, la part du manager congolais dans toutes ces grandes entreprises étrangères qui sont dans notre pays. Il faut que l'on emploie un manager étranger, que lorsque on a fouillé partout et on n'a pas trouvé un manager congolais compétent qui pouvait assumer les fonctions, y compris de la diaspora. On ne peut pas nous amener de l'extérieur que des étrangers, on peut nous ramener de l'extérieur des Congolais. Merci beaucoup, Monsieur Luc. Fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je rappelle que j'ai reçu pour vous Monsieur Luc Kaboulangu, qui est cadre de l'UDPS, mais également le père de la philosophie Léopard et membre de l'UDPS section Lukunga 1. Binza Ozone 1, qui est dans la fédération de Lukunga. Et vice-président de la JPRO. Deuxième vice-président de la JPRO. Moi, je vous mets déjà vice-président. C'est vice-président, mais deuxième vice-président. Alors, fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à mon équipe technique. Papa Freddy, merci à toi. Merci à Andric Capance. Merci à Freddy Vouzantoko. Merci à toi, Lazik Makokula. Et merci à tout le monde. Obed, je pense à toi. On se retrouve très prochainement à travers un autre numéro. Bye bye. Tenant compte de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui tient à l'éradication complète de la délinquance financière, l'Inspection générale des finances, IGF, poursuit sans désemparer la mission qui lui est dévolue. La lutte contre le détournement des deniers publics est une volonté